Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Rebonjour à tous, je suis Florence Adair et je suis enseignante à la faculté de médecine de Lyon. Et me voilà donc en piste pour la deuxième partie de l'item 159 sur la tuberculose de l'adulte. Dans ce podcast, nous allons aborder la partie diagnostic, puis le traitement et la prévention. Allez, on y va. Comme explicité dans le premier podcast, la tuberculose au sens large est une infection qui peut rester latente ou devenir une maladie à expression clinique variée. La primo-infection tuberculeuse fait suite au premier contact avec Mycobacterium tuberculosis. Elle est majoritairement asymptomatique dans plus de 90% des cas, c'est-à-dire non détectée. Quand elle est patente, en revanche, son identification repose sur la triade CRI, c'est-à-dire clinique, radiologique et immunologique. Pour la clinique, il s'agira le plus souvent d'une fièvre associée à une altération de l'état général. Pour la partie radiologique, l'imagerie montrera des lésions peu importantes, un ou des micronodules, une pleurésie satellite mais de faible abondance, une ou des adénopathies médiastinales. Pour la partie immunologique, on révélera dans un délai de 6 à 8 semaines après le primo-contact une réponse mémorielle adaptative à médiation cellulaire lymphocytaire T par deux méthodes. La méthode la plus ancienne, qui est l'intradermo-réaction à la tuberculine, ou par un test plus récent consistant en la mesure de la production d'interféron gamma en réponse à la stimulation d'un échantillon de sang total par un antigène spécifique de Mycobacterium tuberculosis. C'est ce que l'on appelle un IGRA, acronyme anglophone pour Interferon Gamma Release Assay. L'infection tuberculeuse latente qui suit la primo-infection est donc une entité chronique, par définition asymptomatique et non contagieuse. À l'échelle individuelle, sa détection est faite par les tests immunologiques cités précédemment, attestant de ce que l'on appelle un virage immunologique. Le tableau 159.2 du pilier étudiant récapitule les indications des tests immunologiques pour la détection des infections tuberculeuses latentes dans les groupes à risque. À l'échelle collective, sa détection détermine une politique de prévention de la survenue de la tuberculose par la décision d'un traitement préventif suppresseur ou pas, en fonction du risque de développer une tuberculose maladie. Et ces groupes à risque ont été détaillés dans le podcast 1 de cet item. Parlons un peu maintenant de tuberculose maladie. Elle correspond au développement et à la progression d'une atteinte tissulaire. Et là aussi, je vous exhorte à vous reporter au premier podcast où je vous ai expliqué la physiopathologie de cette maladie, dont l'entité lésionnelle élémentaire, pour rappel, est le granulome, le plus souvent pulmonaire puisque c'est le site de la porte d'entrée, et plus ou moins disséminé à un ou d'autres organes. Quel que soit l'organe atteint, le diagnostic de tuberculose repose sur la triade CRM, c'est-à-dire clinique, radiologique et cette fois-ci microbiologique. La forme la plus fréquente de tuberculose est bien sûr pulmonaire et c'est celle sur laquelle nous allons faire un focus. Pour la clinique, l'atout, la douleur thoracique et l'altération de l'état général combinant la perte de poids, la fièvre vespérale et les sueurs nocturnes caractéristiques sont les signes cardinaux de la tuberculose. Les crachats hémoptoïques et ou l'hémoptysie, quand présents, sont un signe d'alerte en faveur du diagnostic. Pour la radiologie, les lésions sont le plus souvent dans les sommets pulmonaires, où l'oxygénation est la plus élevée et les effecteurs cellulaires de l'immunité moins nombreux que dans les bases en raison de la déclivité. Il s'agit le plus souvent d'infiltrats unis ou bilatéraux, mais aussi d'une ou des excavations ou cavernes tissulaires, le tout associé à des ganglions satellites médiastinaux. Pour le volet microbiologique, la priorité absolue est à l'isolement de Mycobacterium tuberculosis. Mais d'abord, sur quel prélèvement ? Bien sûr, le gold standard est de recueillir des expectorations, au moins 3, le fameux 1 x 3 jours de suite.
En l'absence d'expectoration, on proposera une aspiration bronchique endoscopique. Il sera super important de récolter des crachats post-fibroscopiques, souvent très contributifs au diagnostic microbiologique. Les tubages gastriques, en fin de nuit à jeun 3 jours de suite, sont désormais une alternative de seconde ligne en cas d'impossibilité absolue de récolte de prélèvements respiratoires. On peut, bien entendu aussi, prélever d'autres liquides biologiques, tels qu'un épanchement de séreuse, les urines, le liquide cérébrospinal, et on peut bien sûr procéder à une biopsie tissulaire. Quelles sont les techniques d'identification dont on dispose pour poser un diagnostic définitif? Tout d'abord, l'examen direct en microscopie optique après coloration pourra mettre en évidence des bacilles acido-alcoolo-résistants, attestant du fait que le patient est bacillifère. Mais comme expliqué dans le podcast numéro 1, les barres ne sont pas spécifiques de Mycobacterium tuberculosis. C'est donc un diagnostic présumé, car non spécifique, du fait que d'autres mycobactéries non tuberculeuses sont aussi des barres en microscopie optique. Bien sûr, ce sera la culture sur milieu liquide et solide qui apportera un diagnostic définitif. Pour information, la pousse en milieu liquide est plus rapide. Un antibiogramme dit phénotypique testant au moins les 4 antibiotiques conventionnels majeurs est obligatoire et systématiquement réalisé sur toute souche positive en culture. La biologie moléculaire, ou PCR, qui, outre la confirmation du diagnostic, spécifiera l'espèce Mycobacterium tuberculosis complexe, est un autre moyen de mettre en évidence la présence de Mycobacterium tuberculosis. Outre le fait que cela permet d'identifier l'espèce, on pourra aussi détecter une résistance dite génotypique aux 2 antituberculeux de première ligne, que sont l'isoniazide et la rifampicine. Et pour la rifampicine, il faut retenir le gène responsable de la résistance, nommé RPOB. L'analyse histologique d'un tissu biopsié peut révéler un aspect pathologique, avec la présence de granulomes, épithélio-gigantocellulaires, avec une composante nécrotique. Et comme explicité lors du premier podcast, la présence de caséum signe le caractère pathognomonique, c'est-à-dire spécifique, de la tuberculose. Pour les autres localisations tissulaires, je vous exhorte à vous reporter au tableau 159.3 du pili étudiant, pointant les notions les plus importantes pour les localisations extra-pulmonaires. Allez, on continue avec le traitement de la tuberculose. Alors là aussi, avant de rentrer dans les spécificités du traitement, je souhaiterais vous apporter 3 points d'éclairage pour comprendre et retenir le rationnel du traitement antituberculeux. On vous dit partout qu'il faut limiter la consommation d'antibiotiques, et là on vous parle d'une infection où il faut parfois prescrire 4 antibiotiques d'un seul coup. Pourquoi ? Premièrement, comme expliqué dans le premier podcast, le traitement antibiotique va devoir être actif sur des mycobactéries dans différents états ou phénotypes. Extracellulaires dans les cavernes, intramacrophagiques dans les granulomes ou enchâssés dans le caséum. En fonction de leurs caractéristiques pharmacocinétiques propres, certains antibiotiques diffuseront et seront plus ou moins actifs dans chacun de ces compartiments. Et ceci est une première explication à la multithérapie. Deuxièmement, dans les formes excavées, l'essentiel de l'inoculum est extracellulaire, en suspension dans les cavernes, et la diversité génétique aléatoire de ces mycobactéries au sein de cette population à haute densité fait qu'il y a des mutants résistants naturels à chaque antituberculeux parmi cet inoculum. Par exemple, pour l'isoniazide, une mycobactérie sur 100 000 aura spontanément acquis un phénotype de résistance, soit 1 × 10 puissance moins 5, et pour la rifampicine, ce sera une mycobactérie sur 10 millions qui aura spontanément acquis un phénotype de résistance, soit 1 × 10 puissance moins 7. Ainsi, la multithérapie couvre l'émergence d'un mutant résistant naturel, à laquelle aboutirait une monothérapie. Et ceci est le deuxième rationnel de la multithérapie. Enfin, un dernier point, pour les ITL que l'on décide de traiter pour prévenir le développement ultérieur de la maladie, la quantité de mycobactéries est faible et elle est internalisée dans quelques granulomes, avec un phénotype à croissance lente. Cela explique qu'il soit suffisant dans cette situation d'utiliser une combinaison antibiotique raccourcie à 1 ou 2 antituberculeux.
La question suivante est, qui traite-t-on ? Maintenant que vous avez super bien compris l'histoire naturelle de la maladie, la réponse est simple. On traite les ITL à risque d'évolution vers la tuberculose, notamment bien sûr les immunodéprimés, les ITL récentes avec une notion de forte exposition ou de contage, et bien sûr les populations les plus fragiles de moins de 18 ans. On traitera les primo-infections tuberculeuses patentes et on traitera bien sûr la tuberculose active. Enfin, comment traite-t-on ? Pour l'infection tuberculeuse latente, l'ITL, ce sera une mono ou une bithérapie selon 3 schémas. Isoniazide monothérapie 6 mois, rifampicine monothérapie 4 mois, isoniazide et rifampicine bithérapie 3 mois. Pour la primo-infection tuberculeuse patente et la tuberculose active, il s'agira d'une quadrithérapie, isoniazide, rifampicine, éthambutol, pyrazinamide, avec arrêt de l'éthambutol dès confirmation de la sensibilité de la souche à l'isoniazide et à la rifampicine. Une première phase de traitement intensif a lieu sur 2 mois, puis relayée par un traitement de maintenance 4 mois. Tous les antituberculeux seront pris à jeun le matin. Pour les femmes enceintes, petite note particulière, le traitement antituberculeux en quadrithérapie standard est indiqué pour le traitement de la femme enceinte, quel que soit le terme de la grossesse, avec en plus l'administration de vitamine K à la mère et à l'enfant à la naissance. Pour les modalités de traitement, tout est consigné dans les tableaux 159.4 du pilier étudiant pour les principales caractéristiques de chaque antituberculeux, 159.5 pour le schéma des associations et 159.6 pour la planification du suivi d'un patient traité. Je vous laisse les regarder. Pour les mesures associées, j'en ai recensé 10. 1. Hospitalisation indispensable. 2. Chambre individuelle, si possible pression négative. 3. Précautions complémentaires R associées à des mesures barrières centrées sur le port du masque, chirurgical pour le patient, FFP2 pour les soignants. 4. La levée de l'isolement est conditionnée par l'amélioration clinique, en particulier l'arrêt de la toux et par la négativation de l'examen direct en microscopie optique, c'est-à-dire l'absence de barre. 5. Surveillance de la tolérance du traitement. 6. Surveillance biologique, en particulier du bilan hépatique. 7. Surveillance et stimulation à l'observance. 8. Vitamine B6 supplétive. 9. Se poser la question de la corticothérapie adjuvante pour la tuberculose neuroméningée, pour l'atteinte péricardique préconstrictive et dans les miliaires sévères. 10. Déclaration obligatoire nominative ouvrant l'ALD 100%. Enfin, nous terminons avec 2 points importants concernant la prévention de la tuberculose. La prévention individuelle des formes sévères chez les enfants est assurée par le BCG, vaccin vivant atténué, administré par voie intradermique, qui prévient les formes neuroméningées et miliaires sévères. La vaccination peut se faire à partir de 1 mois de vie jusqu'à 15 ans chez des enfants considérés comme étant à risque, dont la liste est consignée dans le calendrier vaccinal annuel. Les BCG locales surviennent dans 1 à 2% des cas. Deuxièmement, la déclaration obligatoire déclenche la mise en action du Centre de lutte antituberculeuse, qui est une structure extra-hospitalière dépendante de l'Agence régionale de santé et dont la mission est de mener l'enquête autour du cas et d'évaluer le risque environnemental, c'est-à-dire du risque de transmission au sein d'une famille et ou d'une communauté environnante. Je termine donc ce podcast en vous signalant que des nouvelles recommandations françaises de prise en charge de la tuberculose seront disponibles courant 2025. Je vous exhorte à les consulter pour votre mise à jour et j'espère que ce sera l'occasion pour moi de vous retrouver pour un update podcast tuberculose. Merci, à bientôt. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.